un commencement d'émission sur l'oppression. Et c'est ça qui nous marque cette semaine, ce sentiment d'oppression pour le peuple syrien, mais pour bien des peuples, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, qui prend les mesures qu'il avait annoncées malheureusement, avec le Poutine qui continue son expansion impériale, avec Daesh et Assad, fils, qui continue d'opprimer le peuple syrien. Et donc on a rassemblé des formes d'oppression pour une émission peut-être un peu en tranche, pas en direct, mais où le constat est terrible. Et heureusement que par ailleurs on a l'impression d'un réveil citoyen, comme on l'a fait avec d'autres personnes, dont des acteurs de Nuit debout, des journées spéciales sous ce titre-là, Réveil citoyen. Un mouvement de gronde, de révolte et de propositions, de choses qui existent déjà, s'inscrit déjà dans l'histoire en ce début d'année 2007. On sent que le printemps, comme quelqu'un a dit, que je ne dois pas nommer parce qu'elle est très humble, sera peut-être le printemps des peuples après celui des printemps arabes. C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, pour cette émission-ci que vous allez regarder, on va commencer en fait faire un pas de côté avec la question palestinienne, avec une femme, une Française qui est dans les territoires et qui témoigne de comment les avions israéliens lâchent des tablettes de chocolat empoisonnées pour les enfants palestiniens. C'était hier matin. Donc j'étais en congé hier et donc j'ai pas trop suivi les informations, j'ai pris un petit jour off. Là, je viens d'apprendre en fait qu'ils ont retrouvé des tablettes de chocolat dans le village de Burin et Madama, juste à côté de nous. La semaine dernière, on passait en taxi quand on a vu des avions. On se demandait ce qu'ils foutaient là, les avions, parce que forcément, il n'y a pas d'aéroport. L'aéroport, il est à Tel Aviv. Donc, on voyait des avions rôder, 2 avions rôder comme ça, et ils volaient bas. On se demandait ce que ça faisait là. Bon, en général, ils aiment bien empoisonner les terres des Palestiniens. Donc, les cultures, les champs, ce genre de choses. On s'est dit qu'ils devaient certainement jeter des pesticides, ou alors que peut-être ils cherchaient le prisonnier qui s'était évadé dernièrement parce qu'il est de la région de Naplouse. Et là, je me connecte et j'apprends tout bonnement qu'en fait, ils ont trouvé des tablettes de chocolat empoisonnées, donc toxiques, dans le village de Madama et Burin. Ça m'a bouffé la gueule. Je suis énervée là, mais à un point pas possible. Forcément, les gamins, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent, en sachant qu'il n'y a pas de tablettes de chocolat qui sont vendues dans les territoires occupés, sauf quand ça vient d'Israël. Donc en fait, les tablettes de chocolat, je m'exprime un peu mal, je suis énervée. Les tablettes de chocolat qui sont vendues dans les commerces palestiniens, ça vient des territoires de 48, ça vient d'Israël. Les Palestiniens, ils sont restreints dans leurs produits, comme la mayonnaise. C'est pas fait en Palestine, c'était dans les territoires de 48, ça vient des territoires de 48, pardon. Moi, aujourd'hui, je vous demande ok, c'est bien de s'informer, mais il faut partager. Parce que les gens, ils doivent savoir dans le monde. Il faut absolument partager ça. Les gens, ils doivent savoir que Israël assassine les enfants, parce que c'est les enfants, les adultes, eux, ils savent très bien que c'est pas vendu dans les territoires occupés. Donc, ils vont pas aller l'ouvrir, ils vont se méfier, ils sont très méfiants, les adultes. Mais les gamins, un gamin de 3-4 ans, il va l'ouvrir, la tablette de chocolat, il va la bouffer. Et juste, tu la touches, c'est toxique, ils peuvent être empoisonnés. Donc là, ils ont appelé par les haut-parleurs de la mosquée des 2 villages à surtout pas toucher à ces tablettes et que s'il y avait des gamins ou des gens qui en trouvaient, il fallait contacter au plus rapidement possible la police palestinienne. Mais partager, il faut partager en masse. Il faut que les gens, il faut que le monde sache, même si c'est nos grands-pères et nos grands-mères, qu'Israël empoisonne les gamins. C'est bien de regarder l'info, mais il faut partager. Parce que moi, ça me fatigue. Des fois, je partage des infos. Ok, c'est vu, mais c'est pas partagé. Et c'est dommage, je comprends pas pourquoi. Même si les gens, ils s'en foutent, faut qu'ils le sachent. C'est important. Donc, il faut savoir aussi qu'ils empoisonnent le bétail, les animaux. Ils empoisonnent les animaux quand ils leur coupent pas la tête. À savoir que le mouton le plus léger, ici, il fait 450 €. Donc, voilà. Ils empoisonnent l'eau des puits. Donc ça encore, les Palestiniens, ils vont aller prendre leur eau des puits, ils vont la boire, ils vont finir avec des maladies pas possibles, avec des cancers, ils vont finir empoisonnés. Voilà, ils empoisonnent tout, ils innovent dans leur barbarie. Ils castrent les gamins au rayon X en garde à vue.
Donc, ils les foutent sur des chaises basses qui sont boulonnées sur des plaques en métal, sur des plaques métalliques au sol. Et donc, on s'est aperçu qu'ils tuaient la teigne dans le temps des Allemands. Ils tuaient la teigne donc par ces méthodes-là. Et la plaque au sol, la plaque métallique, elle était faite donc pour éviter que les rayons X, ils leur bouffent les testicules. Sauf qu'ils se sont aperçus qu'à forte dose, ça entraînait une castration aux rayons X. Donc là, quand les gens me disent « Mais pourquoi ils mettent les enfants en garde à vue? Pourquoi les enfants? Et pourquoi des fois ils les gardent que 3-4 jours ?» Ben voilà, vous avez la réponse. Ils vous les castrent et ils vous les relâchent. Donc Israël, elle tient à buter toute la future génération. Et voilà. Donc je tenais à faire un petit direct pour pousser mon coup de gueule. Je suis super vénère. De bon matin. J'espère que vous partagerez cette info en masse parce que c'est très très grave ce qui vient d'arriver. Et même si c'est la routine pour certains de voir la cruauté d'Israël quotidiennement, les meurtres et compagnie, faut pas laisser passer ça. Faut le partager en masse. J'allais dire faut faire du buzz. Mais c'est scandaleux, mais il faut faire du buzz. Parce que en fait... les gens, faut qu'ils sachent. Faut qu'ils sachent. Les gens normaux qui sont, je sais pas moi, qui lisent des informations comme ça, ils peuvent pas rester insensibles, c'est pas possible. Donc, ah oui, voilà ce que je voulais dire. Il y a 2 ans, en 2014, au printemps, il y avait on pouvait trouver dans les mêmes villages, Madama, Burine, des jolies petites boîtes, super décorées, donc qui donnent trop envie de les ouvrir, quoi. Et à l'intérieur, c'est des explosifs. Donc, quand tu les ouvres, ça explose. Il y a un mec, Mohamed, il s'est retrouvé amputé de ses 2 mains et de la moitié d'une jambe. Donc, voilà. Voilà. Israël innove, et Israël innove. Voilà. Je vais conclure mon direct. Je vais lire vos commentaires par la suite. Partagez, franchement, partagez. Parlez-en. Si vous êtes professeur, si vous travaillez dans des grandes entreprises, parlez-en. Il faut en parler, franchement, il faut en parler. Si vous faites, je ne sais pas, si vous allez à l'université, à la fac, faites des choses, faites des meetings, parlez-en. Vous n'avez rien à perdre, on ne va pas venir vous incarcérer parce que vous en parlez. Et elle est là, la liberté d'expression, il faut le dire. Donc voilà, si vous êtes journaliste indépendant, faites des articles... faites des vidéos sur YouTube, j'en sais rien, faites quelque chose, mais moi j'appelle à la solidarité là, parce que franchement les Palestiniens ils en ont besoin et c'est atroce. Après, je vous donne le sommaire. On se retrouvera la nuit devant la Bourse du Travail, rue du Château d'Eau, avec une poétesse incroyable, Vidia, un anthropologue marocain, Abdessamad Mouyeddine, Pierre Labro qui est en train de filmer, Rico, un militant de Nuit debout, SDF, où il y a eu un grand moment de poésie devant ce restaurant. Et ensuite, on a eu une discussion entre Shadi Aboufakr, un cinéaste syrien, Abdessamad aussi et Rico. Ça a été à Paris, mais par Skype. Tout est permis pour communiquer. Et puis hier, on a filmé avec Pierre, toujours, sur le parvis Turcadero, 3 personnes, 3 Syriens. Allah, exilé depuis, que vous voyez souvent dans l'émission, cinéaste, exilé depuis longtemps en France, qui pendant longtemps a œuvré dans la solitude totale, puisque personne n'écoutait la revendication d'un peuple syrien qui n'a pas de visage et pas de nom pour l'instant. Et 2 journalistes, Saker Idriss et Shihar, syriens. L'un, son père et son oncle ont été détenus 18 ans depuis 1974 par le père d'Assad. Il ne l'a jamais vu pendant 18 ans. L'autre sort des prisons du fils Assad. La semaine où Amnesty International publie un rapport accablant sur ce régime syrien qui agit en toute impunité internationale depuis tant et tant d'années, on a cru bon de s'arrêter sur cette question-là des droits de l'homme, mais pas que en Syrie, en Palestine, dans le monde. Aussi en France, où il y aura probablement en fin d'émission une séquence. Rico incarne ça déjà dans le dialogue. Mais demain, sur la place de la République, il y a un rassemblement
après que des violences policières à nouveau aient violenté un jeune homme dans les banlieues. On ne comprend pas qu'est-ce qui peut se passer dans ce climat électoral, comme dérive possible, comme slogan, comme manœuvre. Et moi, mon but, c'est que la société civile française se fédère pour faire valoir ses idées dans l'espace public très vite avant les élections, pour que des mesures soient prises ici et maintenant contre l'exclusion, contre les oppressions. Je vais donc prendre la parole un peu difficilement parce que j'ai une bronchite, mais je vais essayer quand même, contre la répression de tous les peuples opprimés. Répression égale douleur égale saccage, vie détruite. Ville, famille détruite. Poussière que deviennent tous les êtres humains, ceux qui sont encore humains, détruits par les fous au nom de Dieu, que ce soit la Syrie, l'Irak, l'Iran ou tout autre pays. En ce moment commence la répression en Turquie. Bientôt, avec Donald Trump, faites attention, il y aura un danger grandissant à cause de Donald Trump, qui est un fou, un maniaque. Il joue avec le feu. Il risque de nous apporter une guerre mondiale en se faisant l'écho de la Russie, qui, la Russie, n'est pas dupe. La répression dans tous les pays égale non-liberté. Ici, en France, il y a la répression policière, en particulier avec les CRS. Mais c'est une répression cachée. Ici, la répression est sourde. Les touristes ne la voient pas. Dans les autres pays islamiques, surtout, la répression est visible. N'oublions pas non plus la Chine. La Chine et la Corée du Nord. Ce sont des pays où il y a la répression. Le gouvernement a le pouvoir sur Internet, coupe même des programmes, interdit des diffusions. Répression égale douleur, égale vie détruite, égale pouvoir et grandeur, croit-on, des fous qui mènent le monde pour avoir le pouvoir, se croyant être Dieu. Même quand ils ne parlent pas au nom de l'islam, au nom de Dieu, ils agissent comme s'ils étaient Dieu. Ils crient victoire lorsqu'ils détruisent des familles entières, en particulier en Syrie. Tout particulièrement lorsqu'ils disent qu'ils ont gagné une victoire en détruisant des rebelles. On appelle rebelle celui qui ne se soumet pas à l'État. On appelle rebelle celui qui ne baisse pas la tête, qui dit en face du pouvoir: je suis ton égal, qui es-tu pour me diriger, qui es-tu pour me commander? Seul Dieu, pour le croyant, peut me commander. Seuls mes parents peuvent me commander, pour les croyants et les non-croyants. Je n'obéirai à aucun de mon égal, à aucun de mes égaux. Tous doivent être égaux. Que les religions soient différentes, les ethnies soient différentes. On ne doit pas non plus maltraiter les animaux, car c'est une répression différente, sous prétexte que nous avons la parole unique, alors que chaque animal est une sorte d'ethnie différente, d'un pays différent, ayant son propre langage comme nous les hommes. Un dernier espoir est que le monde entier comprenne ce message
et se lie tout entier pour la paix dans le monde, s'il était possible de faire revenir Gandhi. هلا عم يحكي بس انه بدي اياك تحكي انه عن سوريا اللي بتحبها وسوريا اللي بتحلم فيها. سوريا اللي نحن طلعنا مشانها ونضلنا مشانها هي سوريا العداله والكرامه، يعني سوريا اللي بتوفر فيها حق المواطنه والقانون بيحكمها، يعني ما تكون متطرف الى اي طرف، بيحفظ حقوق كل المواطنين اللي داخل هي الدوله. He's dreaming of Syria to be under controlled by the law, that like equality between the citizens, everyone under the law, respect the law, and Syria with democracy, like for all the people, regardless of their religion, regardless of their color, skin color, regardless of anything, just like to respect the law and to be ruled by the law. He's saying. Et donc, and for me, I will say the Syrian that I would like, or dream, Syria civilization is thousands of years, more than 5, 6, 7,000 of years. So we need this civilization to be come back again, and we dream about Syria, democratic Syria, also to be ruled in the law, by law, and to live the democracy, the real democracy and the real freedom in Syria that we dream, like for other countries they live and practice their normal lives, especially in the West and Europe. Donc, il rêve d'une Syrie où régnerait la loi et la démocratie et l'égalité. Et c'est pas du tout qu'elle pensant. Et Saker, lui, pense que la Syrie, on oublie, c'est une civilisation millénaire et il aimerait revoir cette civilisation être disponible pour l'humanité. Et que oui, pour lui aussi, le règne de la loi, c'est très important. Et when is this going to happen? Well, we hope that to happen. We know that it will take maybe 10 years, 20 years. Ça prendra peut-être 10 ans ou 20 ans. But we still need help. We cannot do it ourselves. Et on a besoin d'aide pour ça. We need the experience. We need the experience of the democratic countries. On a besoin de l'expérience des pays démocratiques. To help us and to live in a peace. Pour nous aider à vivre en paix. This is what we are looking for. To live in a peace. On veut vivre dans la paix. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Good work, hein? Thank you. Okay. What's your name? Pierre. By the way, my name. Merci. Enchanté. Merci à vous. Merci à vous. Pierre. In Arabic. And yeah, my name is Pierre. Yeah. English name Rocky. Yeah. Oh yeah, you're Rocky. Oui. Rocky, Yeah. Rocky Arabic to show you are. Or Rocky Pierre also. Okay. Yeah. Ok. Thank you, Pierre. Civil qui est la plus grosse partie est l'armée libre syrienne. مللنا المؤتمرات والاجتماعات والبيانات والتصريحات. Nous avons assez des conférences, des réunions et des déclarations. فثورة الشعب تحتاج إلى كل الشعوب باسم الإنسانية. La révolution d'un peuple a besoin de tous les peuples au nom de l'humanité. وهي الصفة التي يتقاطع بها كل البشر. Et c'est à ce titre, tout le monde est concerné, tous les êtres humains se sont concernés dans cette révolution. نناشد كل الشعوب بإرسال لافتات بوقف القصف، وقف القتل. Nous demandons à tout le peuple libre d'envoyer des messages pour arrêter le massacre. احتجاجات، اعتصامات أمام كل السفارات، ترسل رسالة بوقف شلال الدم. Des rassemblements spontanés, des manifestations devant les ambassades de ceux qui bombardent le peuple syrien et leur demander d'arrêter le massacre en Syrie. فالشعب هو الوسيلة الوحيدة للضغط على الحكام الصامتين. Le peuple, c'est le seul moyen de faire pression sur les décideurs et de leur admettre les décisions à prendre. الذين يصمتون على ذبح الإنسان باسم السياسة والمصالح السياسية وصراع الحروب. Ces dirigeants qui font un silence assourdissant devant les massacres d'un peuple au nom de combattre le terrorisme et au nom de l'humanité. عشرات المبادرات باءت بالفشل.
Des dizaines d'initiatives malheureusement ont échoué. فيتو روسي قاتل ل6 مرات. Le veto russe est assassin pour la 6e fois. أين الإنسانية؟ أين حقوق الإنسان؟ Elle est où l'humanité? Ils sont où les droits internationaux? القانون الدولي يقول فصل الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية عن مجلس الأمن. Le droit international suppose de séparer le droit international, le droit de l'être humain, du Conseil de sécurité. وما زالت كل المبادرات تقابل بفيتو روسي قاتل. Car toutes les initiatives sont avortées par le veto russe assassin. حتى إرسال المساعدات من الجو فشلوا به. Même les parachutages des aides humanitaires par le ciel n'ont pas été capables de l'appliquer. الثورة السورية كشفت كل العالم. La révolution syrienne a démasqué le monde entier. كشفت أن القانون الدولي تحول إلى قانون لشرعنة الظلم والقتل والطغيان. Elle a démasqué, elle a démontré que le droit international n'est fait que pour, au fait, officialiser, de massacrer, de tuer au nom du droit international. Et c'était bouleversant parce que il y avait presque pas de médias. Et moi qui ai couvert le siège de Sarajevo, si le maire de Sarajevo était venu à Paris, il y aurait eu une foule. Et là, peu de monde. Et je me suis demandé ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas, selon vous, par rapport à ce qui arrive à la population civile en Syrie et qu'on laisse être écrasé? Vous savez, quand on a reçu le maire d'Alep, ici, Britta Oji Hassan, en début décembre, Alep n'était pas sous les feux de la rampe, n'était pas dans les objectifs des médias. Il y avait une espèce d'indifférence générale, ou plutôt, je dirais, une espèce de lassitude générale, parce que la guerre en Syrie dure depuis très longtemps. Les images ont été terribles. Il y a la crainte, malheureusement, des flux de réfugiés. Et donc, souvent, les gens préfèrent se protéger en ne regardant pas, en se désinterrant la tête. Et puis, le maire d'Alep est venu en France et j'étais en contact avec des associations qui travaillent sur la Syrie depuis plusieurs années, qu'on avait reçues ici à de nombreuses reprises. Donc j'ai eu l'idée de monter une rencontre ici entre le maire d'Alep-Est, Britta Oji Hassan, pour marquer la solidarité des maires, en tout cas la mienne, vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie. Et puis, nous avons donc fait une petite rencontre presse, début décembre, qui s'est ensuite poursuivie par une rencontre à huis clos entre les députés écologistes, les sénateurs et sénatrices écologistes, et le parti Europe Écologie Les Verts. Donc il y avait là Yannick Jadot, Cécile Duflot, Noël Mamère, David Cormand, Daniel Auroy. Moi, j'étais présent, Marietta là aussi pour le Conseil de Paris. Puis on a discuté, et puis au cours de la discussion, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire au-delà de cela, au-delà de la parole. Et puis il est apparu, et c'est d'ailleurs Britta lui-même qui l'a suggéré, eh bien qu'on marque notre souhait de protéger les habitants d'Alep à travers son maire, en leur accompagnant à l'issue de son séjour à Paris. Et puis, il a été très intelligemment proposé par Cécile Duflot, rendons à César, de dire oui, mais si on fait ça entre écolos, ça va paraître partisan, ça n'aura pas le même impact que si on lance un appel à l'ensemble des parlementaires pour s'associer au fait que nous raccompagnions le maire d'Alep. Donc la décision a été prise de contacter tous les députés, tous les sénateurs, et de leur dire, voilà, est-ce que vous êtes partants pour organiser ce voyage? Et puis, 20 ont répondu oui, et 3
ont été jusqu'au bout parce que ça correspondait à leur emploi du temps. 3, c'était bien sûr Cécile Duflot, et puis Patrick Mennucci pour le Parti Socialiste et Hervé Mariton pour LR. On s'est dit très bien, ça le fait, comme on dit, devant les médias, parce que ça marche, ça marque l'opinion publique. Et donc, j'ai fait partie de cette délégation, puisque j'étais à l'origine de la rencontre. On est parti en fin de semaine, donc on s'est vu, c'était le mardi, je crois, le vendredi, on partait pour la Turquie, avec l'intention de traverser la frontière pour accompagner Britta Hoji Hassan jusque chez lui. Et puis, c'est là où la médiatisation a pris une autre tournure. On a fait quelques meetings avec les associations qui suivent les Syriens depuis plusieurs années. Il y a eu du monde. On a annoncé qu'on allait raccompagner le maire d'Alep chez lui. Et la sauce médiatique, en quelque sorte, a commencé à prendre. Les journaux ont parlé de notre venue en Syrie, enfin en tout cas jusqu'à la frontière syrienne, puisqu'on a été, de façon d'ailleurs difficilement explicable, bloqué à la frontière turco-syrienne. Je dis difficilement explicable parce que les marchandises, elles, passent. On était surpris de voir qu'à cette frontière, il existe un immense camp de réfugiés syriens, d'ailleurs à cheval sur les deux pays, gardé par l'armée turque, et que les camions, les 38 tonnes, passaient, c'est pas des masses, ils ne font pas les queues, c'est pas le tunnel du Mont Blanc, mais on est resté à peu près 4 heures et demie à négocier pour passer, à demander les responsables du camp, à appeler l'ambassade, le ministère, etc. En vain. Mais on a vu passer un camion toutes les heures ou deux. Donc voilà. Donc il y a vraiment une décision politique de brider notre initiative. Mais des journalistes de TF1 qu'on a rencontrés dans l'avion par hasard ont décidé de nous accompagner dans notre démarche. Ils ont fait un reportage, on a communiqué, on a fait une grande conférence de presse à Gaziantep. Gaziantep, c'est la première ville de Turquie à 50 km de la frontière où il y avait énormément de journalistes. Et là, on a parlé de ce qui se passait dans la presse. Auparavant, on avait rencontré, avant d'aller jusqu'à la frontière, on a rencontré les responsables de l'ONU sur place qui nous ont expliqué la chose suivante. Ils nous ont dit, mais nous, on est capable de sauver Alep, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, Alep était bombardé le jour par l'aviation russe, et investi la nuit par les milices chiites iraniennes ou du Hezbollah libanais. On ne sait pas, ce sont des civils qui commettaient les pires exactions contre la population civile, y compris des femmes et des enfants. Bon, moi j'ai vu des images absolument terribles qui m'ont été montrées par les membres d'ONG qui étaient à Gaziantep, puisque c'est la base de repli, puisque vous savez que les écoles, les hôpitaux sont bombardés, donc certains personnels trouvaient refuge à Gaziantep. Donc en rencontrant l'ONU, ils nous ont dit, mais nous, on est capable en 24 heures d'évacuer les 100 000 personnes qui sont en train d'être massacrées. On a les moyens logistiques de se faire. Donc nous, quand on a fait cette communication, cette conférence de presse à Gaziantep, ou quand on est rentré de la frontière syrienne à laquelle on a été bloqué, on a dit il est possible de sauver ces populations. On l'a redit aux journalistes de TF1 qui nous suivaient et qui n'ont pas pu assister évidemment à la rencontre avec l'ONU. Ça s'est su, ça s'est propagé, et il y a eu une insurrection des consciences de l'opinion publique à ce moment-là. On en a reparlé, on en a beaucoup parlé, et les Russes ont dit ok, on évacue, d'accord pour l'évacuation. Alors, c'est difficile, l'évacuation, parce que c'est accepter la défaite. C'est de dire l'armée syrienne libre, qui est quand même une armée laïque, issue des révolutions arabes de 2011, celle qui est la première à lutter
contre Assad et qui ensuite s'est vu opposer des milices financées par l'Iran et la Russie et qui s'est vu la cible première de l'organisation État islamique, eh bien ces gens qui étaient des vrais citoyens pacifistes, qui ont été contraints de prendre les armes pour se défendre, pour défendre leur révolution, pour défendre leur liberté, eh bien ont dû accepter la défaite militaire et quitter leur ville pour que leurs femmes et leurs enfants puissent ne pas être massacrés par les milices et par l'aviation de M. Poutine. Voilà l'histoire telle qu'elle est et que je peux vous la rappeler. Avant d'en venir à ce qu'on pourrait envisager, ce que vous pourriez envisager pour empêcher que le pire ne continue de se produire en Syrie, je voudrais poser une question presque personnelle. C'est au-delà de l'élu, du maire, en tant que citoyen, en tant qu'homme, qu'est-ce qui fait que vous, dans votre conscience, vous n'avez pas supporté ce que vous avez entendu puis vu? C'est une question très, très profonde, voire intime. Moi, si je fais de la politique, depuis que j'en fais, c'est pour défendre les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui n'ont rien face au pot de fer. Et donc, quand je suis en situation de pouvoir agir, bouger les lignes concrètement face à l'injustice qui touche ceux qui n'ont plus rien, je me mobilise. J'ai envie d'y aller, quitte à prendre un risque. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très, très profond chez moi. Je n'espère pas mieux comme réponse. Et on va revenir à l'avenir, mais pour abonder dans le sens de votre première réponse, il me faut vous dire que le matin du jour où vous étiez devant l'hôtel de ville avec le maire d'Alep, j'étais en relation avec l'AFP, l'agence France-Presse. Je les avais au téléphone la veille, qui m'a dit bien sûr on viendra. Et le matin vers 11h, Cécile, en chef, m'appelle, elle me dit on a vérifié, Alep n'est pas une priorité aujourd'hui. Et là, je ne sais pas ce qui a fait qu'un tour en moi, mais je me suis dit que vraiment il y avait une dérive des médias et qu'elle m'a même dit j'ai appelé Beyrouth pour étayer sa décision et je lui ai écrit des choses un peu dures après parce que moi j'ai connu l'AFP des grands journalistes, des Bonito Route et tout ça et j'aurais jamais entendu ça avant. Comme si un pli était pris de s'aligner sur une autorité publique, comme si on allait dans le sens du spectacle. Et ça, c'est insupportable. Et donc, ce que vous disiez, le réveil soudain est très étonnant. Mais de quoi il témoigne, selon vous? Du fait que, quelque part, on est conscient que la résistance d'Alep, dans sa valeur symbolique, dans son esprit, est aussi un rempart pour nous-mêmes face aux oppressions multiples et à l'exclusion. Je crois que vous avez tout à fait raison. Ce dont témoigne la résistance d'Alep, c'est aussi ce qu'il y a dans l'inconscient collectif français autour de la résistance face à une puissance militaire industriellement armée vis-à-vis de laquelle on ne peut pas combattre, mais contre laquelle on combat quand même. Parce que on préfère à un moment donné ne pas mourir asservi, on préfère mourir libre face au choix, quitte à mourir. Autant mourir libre que de mourir asservi. Et c'est cette idée qui donne le moteur, donne le sursaut, et peut-être quelque part dans l'inconscient collectif français fait sens. Donc quand on dit face à deux monstres, le monstre de l'industrie, de l'armée industrielle de Poutine, de ces monstres de fer et d'acier, et face à la cruauté bestiale de l'organisation État islamique, eh bien, il y a autre chose, il y a une alternative, et ça devient complexe, parce que on ne voit pas ces visages-là, malheureusement, pour l'instant. On les voit trop peu, mais quand ça émerge, quand il y a un peu d'espace pour que ça émerge, eh bien ça prend, ça fonctionne, et c'est ce qui s'est passé à Alep ces derniers temps. Encore deux questions. Selon vous, dans votre circonscription,
Est-ce qu'il y a une idée de partage entre ceux qui suivent ce geste que vous faites et ceux qui ne suivent pas? Et ça se trace, c'est au-delà de la politique, c'est comment les gens vivent, comment ils perçoivent qu'il faut s'aider soi-même ou les Français avant d'aider les étrangers. Comment vous avez une idée? Franchement, j'ai pas d'idée précise, mais ce que je perçois, c'est que les gens aujourd'hui en France sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils savent que si eux ont pu faire mieux que leurs parents, ils ne donneront pas mieux à leurs enfants. Et qu'on est dans une perspective de fin d'ascension sociale. On va vers on ne pourra pas donner ce qu'on a à nos enfants. Et ça génère une telle inquiétude qu'aujourd'hui, les gens se concentrent sur leurs propres problèmes, sur leurs questions de survie quotidienne, et que ce qui se passe en Syrie, c'est loin. Ça ne me concerne pas. Sur quoi ils ont tort. Parce que si on laisse faire ce qui se fait en Syrie, eh bien, un jour, cela nous rattrapera et ça se fera ici. Et la meilleure protection, la meilleure garantie que les gens peuvent avoir que ça ne se passe pas, c'est dès maintenant de se mettre debout et de se révolter, de dire stop, ça suffit. Alors, en termes de perception, ne croyez-vous pas qu'il y a aussi un enjeu là avec la Syrie? C'est que, comme on l'entend de plus en plus maintenant, c'est plus de la moitié de la population qui a quitté le pays. Ils ne sont pas prêts de revenir. C'est un peu comme la Nakba palestinienne, c'est une Nakba syrienne, quoi, avec pas les mêmes éléments juridiques et nationalité. Mais du coup, c'est pas juste l'accueil, c'est la construction commune qu'il faut prévoir avec la future diaspora syrienne. Et là, des éléments de l'opposition syrienne m'ont dit qu'ils voulaient d'abord mobiliser la diaspora syrienne qui a les moyens pour que cet accueil se transforme en projet avec ceux qui débarquent. Mais après, c'est aussi aux populations européennes, françaises, américaines même, de comprendre que si on n'accueille pas les Syriens pour bâtir avec eux sur quelques années le temps que leur pays ressurgisse, ça ira très très mal pour tout le monde, je crois. Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'on a intérêt à accueillir le plus dignement possible ces populations qui viennent de Syrie. Et d'ailleurs, moi je vais vous dire, quand on en entend parler par les médias, quel que soit le média, le premier réflexe de beaucoup de gens, pas tous, c'est de se méfier, c'est de se défier, c'est d'avoir peur. Mais il suffit de les rencontrer pour s'apercevoir à quel point ces gens sont semblables à nous, combien ils nous ressemblent dans leurs attentes, dans leurs perspectives, dans leur vision du monde, y compris d'ailleurs parfois dans leur physique. Et lorsqu'on les rencontre, on ne peut être que dans l'humanité et on a envie de les aider. Donc, c'est des gens qui sont tout à fait au courant de ce qui se passe en France, de comment vivent les Français. Ils n'ont pas envie ni que les Français soient comme les Syriens, ni de devenir comme les Français. Ils ont envie de vivre comme les Français, sans forcément adopter tout leur mode de vie, sans se renier eux-mêmes. Et cette diversité, je crois que c'est une vraie richesse, parce que si on arrive à les accueillir dignement, à leur donner une éducation, je pense à leurs enfants, la meilleure possible, eh bien demain, c'est la France qui en sera grandie, mais égoïstement, je dirais, elle sera grandie parce que c'est la francophonie qui va y gagner, c'est la place de la France dans le monde, et y compris pour des questions purement égoïstes. Moi, j'en suis pas là, moi je suis dans l'humanitaire, je suis dans la fraternité. L'humanisme plutôt. L'humanisme, pardon, excusez-moi. Je suis dans la fraternité à l'autre, je suis dans mon frère humain différent de moi, mes frères humains. Mais d'un point de vue d'une nation comme la France, elle a tout intérêt aujourd'hui à faire cet effort pour demain se grandir et demain avoir des relations bilatérales avec la Syrie qui soient des relations de proximité, de fraternité, de développement. Du fond du cœur et de l'esprit, merci. Mais je vous en prie.